Me gustaría empezar preguntándote por el origen literario de la historia, del guión. Sabemos que está basado en un relato corto y a su vez este relato corto está ambientado en unos hechos históricos, en un contexto histórico real. Cuéntanos un poco concretamente cuáles son estos pasos, ¿no? Estos orígenes literarios. Donc effectivement, le point de départ du livre et du scénario, c'est la découverte d'un tout petit récit qui fait à peu près 20 pages, qui ressemble davantage à un long poème plutôt qu'à une nouvelle. Et que j'ai découvert parce qu'un ami écrivain me l'avait envoyé. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai eu à la fois un coup de foudre pour le style, l'écriture qui avait une charge poétique très très forte, et aussi pour la thématique féminine abordée et le contexte historique, politique très engagé. Donc il y avait plusieurs niveaux d'intérêt, mais en tout cas ce qui m'a beaucoup séduit, c'est aussi vraiment la forme littéraire qui m'a donné envie d'essayer de me projeter vers une forme cinématographique qui pourrait essayer de retranscrire cette puissance poétique. Y quizá precisamente por eso tenemos... Perdón. Sí, vamos a andar así todo el rato. Quizá precisamente por eso hay un gran contenido sensorial, por así decir, ¿no? Tanto en el tratamiento visual como sonoro, ¿no? No solamente son importantes los acontecimientos o los eventos o los retratos psicológicos de cada personaje, sino también me ha parecido las texturas, el tacto, lógicamente la luz, de la que hablaremos un poquito más tarde. Oui, en fait, c'était l'enjeu. La transposition de ce texte était extrêmement incarnée, racontait vraiment, c'est écrit, de l'intériorité d'un corps. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de trouver une forme cinématographique. Et du coup, j'ai réfléchi à comment essayer d'essayer de faire parler l'intériorité de ces femmes, leurs sensations, leurs sentiments, tout ce qui les traverse, aussi bien dans la dureté de la vie que dans le désir, ou que dans la peur au moment de la rafle, enfin toutes les émotions fortes qu'elles ressentent, de les faire vraiment transparaître dans les corps et non pas dans les dialogues pour exprimer ce qu'elles ressentaient. Donc mon enjeu principal de mise en scène, c'était d'essayer de donner corps à ces femmes et de ressentir avec elles leurs émotions. Digamos que el argumento o la excusa argumental es de una gran modernidad, es de una gran brutalidad, por así decir. No nos imaginamos ciertos elementos, ciertas cosas en ciertas épocas. Sin embargo, yo entiendo que habrá habido un trabajo de documentación a la hora de intentar llevar las cosas bajo ciertos parámetros de realismo. No sé hasta qué punto te ha interesado verdaderamente preocuparte por saber, no sé, pongo por ejemplo la gestualidad de la época, la explicitud a la que podían llegar los sentimientos o la expresión de los sentimientos, o si has jugado precisamente a acercarte un poco a los orígenes históricos, pero también introduciendo algunos elementos, digamos, contemporáneos. En fait, une de mes peurs quand je me suis décidée à me lancer dans ce projet, c'était de tomber dans un carcan de films dits justement historiques et d'être un peu engloutie dedans, d'avoir du mal à m'en défaire. Donc j'avais envie d'être juste dans l'époque que je décrivais. Je voulais pas trahir l'époque. Donc j'ai fait des recherches approfondies. Et puis moi, j'ai un passé d'études d'histoire. Donc c'est quelque chose qui m'a énormément intéressée. Et en plus, c'est un moment de l'histoire de France, ce moment-là de résistance républicaine qui est très méconnu en France. On connaît beaucoup les événements de 48 et puis après les événements de 70, mais on connaît très mal ce moment de résistance républicaine qui est un moment spontané de résistance populaire. Donc je m'y suis vraiment penchée, ça m'a beaucoup intéressée. Et une fois que je me suis sentie un petit peu solide dans ce que j'avais pu apprendre de ce contexte-là et de la vie des gens,
je me suis dit que maintenant, il fallait juste que je me fasse confiance dans comment j'allais le raconter, le faire vivre, mais que je m'en décolle totalement. Parce que pour moi, de toute façon, les questions abordées dans ce livre, ce qui m'a vraiment touchée, sont les questions sur la féminité, sur qu'est-ce que c'est que le désir, sur qu'est-ce qui différencie le désir féminin du désir masculin. Et puis après, il y a d'autres aspects, l'aspect de la résistance politique, il y avait plusieurs niveaux. Mais en tout cas, toutes les questions qui étaient abordées dans le livre et qui m'ont intéressée sont des questions qui n'ont pas ni de frontières ni d'époque. C'est-à-dire que c'est des questions qui traversent toutes les époques et toutes les cultures. Donc, du coup, mon enjeu, c'était de rester cohérente dans la traduction de l'époque, mais de ne pas chercher à être dans une fresque historique. Ça ne m'intéressait pas du tout d'être dans un réalisme pour pouvoir se plonger réellement dans comment les gens vivaient. C'est ce que j'ai dit à mes équipes de costumes ou de décoration, etc. Je leur ai dit, il faut être juste. On n'a pas besoin d'être dans la vérité historique, mais par contre, il faut être juste. Pour moi, il y a une différence de niveau entre ces deux termes. ¿Y cómo fue tu trabajo con, iba a decir las actrices, pero bueno, que pongamos en general con los actores? ¿Cómo fue el casting? ¿Qué buscabas? ¿Eran rostros, unos rostros particulares que pudieran encajar precisamente en esa adaptación, en ese acercamiento a tiempos pasados, pero con una lectura un poco más contemporánea? ¿Qué es lo que exactamente buscabas a la hora de hacer el casting? En fait, j'étais un petit peu dans cette même idée, c'est-à-dire de ne pas chercher à trouver des comédiens, enfin en tout cas surtout des comédiennes, qui allaient être des images d'Épinal de la paysanne de l'époque, ou qui allaient être d'un réalisme incroyable de ce que pouvaient être ces femmes. En revanche, quand j'ai fait mon casting, d'abord, ce qui était assez compliqué, c'est créer ce groupe de femmes, c'est-à-dire faire vivre un groupe. Ça a été pour moi un des enjeux de mise en scène les plus difficiles. Arriver à faire exister chacune sans avoir besoin de beaucoup développer la présence et le caractère de chacune. C'est-à-dire qu'il fallait trouver des singularités physiques et aussi de caractère de personnages qui, par des petits moments, des situations, allaient permettre vraiment au groupe entier d'exister. Donc, du coup, je cherchais des profils physiques différents. Et après, je cherchais aussi un éventail d'âge, parce que pour moi, ce groupe raconte en fait un peu toutes les facettes de la féminité, aussi à travers l'évolution de l'âge. Donc, on a une toute jeune fille qui est encore un peu dans l'enfance, qui est jouée par le personnage de Joséphine. Et puis, il y a la rebouteuse, la femme du village, la plus ancienne, qui soigne aussi les autres femmes parce qu'elle a ses connaissances. Donc, j'ai essayé de trouver dans le casting une variété de physique, une variété de personnalité, et en même temps de caster des jeunes filles que je trouvais plausibles pour faire des paysannes. Je n'ai pas voulu tomber dans forcément une jeune fille qui allait avoir des grosses mains, qui allait être un peu bourrue et tout ça. Mais par contre, j'ai dû aussi écarter plein de jeunes filles très parisiennes qui, pour moi, n'avaient aucune cohérence pour incarner. On sentait que c'était beaucoup trop loin d'elles pour incarner une vie quotidienne dans les champs. Donc voilà, ça a orienté aussi le choix des comédiennes. Uno de los aspectos también más llamativos de la película es el tratamiento, por así decir, visual. Voy a empezar por una parte, por el formato. Te quería preguntar concretamente. Este formato en absoluto apaisado, a mí por lo menos que funciona tan bien tanto para los primeros planos como para los detalles, pero también para los planos generales, para los planos más amplios, curiosamente, y que a mí por lo menos me ha llevado constantemente a una referencia pictórica que podría ser el Ángelus de Millet. He estado pensando constantemente en eso. Yo no sé, bueno, primeramente te quería preguntar por los motivos, qué es lo que te llevó a este formato y con qué referencias jugasteis a la hora de plantear, por así decir, la composición de los planos. Alors, ce choix du format, il s'est fait en deux étapes. La première étape, c'était
toujours dans cette idée de sortir un petit peu du carcan que peut être le film historique. Quasiment, on va dire, je sais pas, peut-être 95% au moins des films qui ont un contexte historique un petit peu ancien, comme ça, choisissent le format plutôt panoramique. Par envie aussi de plonger, je pense, le spectateur dans la grandeur des décors, profiter de cet aspect qui peut être du coup très esthétique, parce que très géré à l'image. Donc moi, je me suis dit qu'il fallait fuir ça, justement, dans ce désir de pas avoir un côté trop conventionnel du film historique. Donc j'ai cherché à m'éloigner le plus possible de ça. Et puis ensuite, l'autre envie qui m'a confortée dans ce format, c'est que je voulais être très près des corps et avec une caméra mobile. Parce que je voulais aussi faire un travail où j'allais aller chercher des choses dans les gestes des comédiennes, dans tout ce qui passe par le corps. Je leur ai fait énormément travailler les regards et ce qui peut passer comme émotion et comme intention dans les gestes. Et du coup, j'avais très envie d'avoir une caméra qui puisse aller chercher des choses presque à la volée dans des moments de jeu, notamment dans les champs, parce qu'en plus, on avait peu de jours de tournage, on était très dépendant de la météo, etc. Donc les comédiennes je leur disais, allez, maintenant on tourne, auteur. Et je leur disais, vous commencez le travail et vous vous occupez pas de nous. Nous, on va aller chercher des choses. Mais vous vous arrêtez pas de travailler jusqu'à temps qu'on dise couper. Et donc, je parlais à mon chef opérateur, je regardais ce qui se passait, on allait chercher des images, je parlais en même temps aux comédiennes pour leur exprimer ce que j'étais en train de chercher. Donc, il y avait une dynamique comme ça de tournage qui était vraiment payante pour donner de la vie à ces moments aussi de travail avec elle et puis de moments de respiration. Et j'ai essayé de garder ce parti pris d'une certaine tension à l'image que permettait l'épaule et le format. Donc on était très collés dans l'intériorité des femmes. Je voulais surtout pas être dans la carte postale du film d'époque. Les lieux étaient magnifiques, mais vraiment somptueux. Les filles étaient aussi magnifiques, chacune à leur façon. Donc tout appelait le format panoramique pour regarder, faire des belles images. Et je me suis dit que c'était vraiment un danger pour le film. Et donc, il fallait absolument casser ça et chercher autre chose. Et du coup, mon chef opérateur, qui était photographe, lui, à la base, était très, très partant pour partir sur ce format. Et ça a impliqué un travail de mise en scène complètement différent, parce qu'il a fallu qu'on travaille beaucoup sur la profondeur et éviter les plans larges à plusieurs. Voilà. Donc ça a vraiment... le choix du format a extrêmement... générer un type de découpage, en fait, de mise en scène sur la longueur du tournage. El otro aspecto llamativo, digamos, en el apartado visual, es la luz. Me da la impresión, corrígeme si me equivoco, que habéis utilizado en muchas ocasiones luz natural. No sé si reforzada con alguna otra luz vuestra, pero gran parte de luz natural. Mi pregunta es cómo fue el rodaje, si tuvisteis que esperar mucho a una luz determinada para determinada escena o si fue un poco como lo que has sugerido ahora, aprovechar realmente los momentos diversos que os daba la realidad, ¿no? Los cambios climatológicos, etcétera, etcétera. En fait, quand on était dans les extérieurs, on n'avait pas du tout le budget pour éclairer des extérieurs. Donc, ça a été très compliqué parce qu'on avait des aubes, des soirs, des nuits, et puis on avait un sentiment de saison aussi à faire vivre qui correspondait évidemment pas aux saisons de tournage. Donc, il a fallu qu'on soit très malin, très réactif pour s'adapter aux changements de météo. Et essayer aussi de profiter de moments où il y avait des lumières vraiment incroyables pour pas se rater à ce moment-là. Donc il y avait une pression permanente sur le tournage, on faisait des journées énormes, on avait des heures sup tous les jours. Enfin, heureusement, j'avais une équipe très très motivée qui m'a suivie. Mais oui, les contraintes de lumière ont été assez compliquées à mener, notamment pour faire vivre les saisons. Mais en même temps... Comme avec mon chef opérateur, on avait vraiment fait des essais aussi dans des conditions de pleine campagne avec les comédiennes quand elles apprenaient à faire les travaux des champs, etc. On avait vraiment affiné notre choix de sensations, de lumière. Et donc on est parti avec une caméra RED, et la Red Dragon.
Et après, on a fait un choix d'optique qui était assez tranché aussi, et qui amène aussi cet aspect assez singulier, parce que je ne sais pas si vous avez eu peut-être cette impression ou pas, enfin moi c'est ce que j'ai eu au moment des essais caméra, c'est qu'on a choisi des optiques anciennes 35, très fragiles, et qui donnent une douceur à l'image. Alors c'est assez compliqué pour la première assistante caméra pour faire le point, parce que du coup c'était très difficile d'arriver à garder le point, c'est pour ça qu'on sent des flous dans plusieurs plans, parce qu'en plus avec une caméra à l'épaule qui bouge beaucoup, etc., c'est compliqué, parce que les optiques amènent un léger flottement qui adoucit l'image et qui, moi, me plaisait beaucoup. Donc voilà, on a essayé de travailler pour essayer de trouver des atmosphères de lumière qui existaient dans les décors, mais qui soient dans une cohérence entre ce qu'on pouvait raconter de lumière extrêmement presque étouffante à l'extérieur, et de travailler avec les décors intérieurs qu'on avait, qui étaient des vrais décors anciens, et où on essayait de garder l'esprit de la lumière dans les constructions des bâtiments qu'on avait. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, et autour de cette idée que j'ai beaucoup travaillé avec le chef opérateur, c'est de garder les contrastes à l'intérieur. C'est-à-dire d'avoir des puits de lumière par les fenêtres, où tout d'un coup, il y a un endroit de la pièce très éclairé, et puis beaucoup d'obscurité autour. Et bon, mon chef opérateur, des fois, il avait un peu peur que je change d'avis en voyant les rushs à la fin. Et moi, je disais non, ça me dérange pas. Je trouve ça même beau, même sur les visages, qu'à certains moments, on puisse avoir un dialogue avec des personnages où il y a la moitié du visage dans l'ombre et l'autre moitié dans la lumière. C'est quelque chose qui, je trouvais, racontait exactement ce qui se passait dans la situation des personnages. Donc, je trouvais ça intéressant que la lumière vienne construire aussi ces contrastes qui existaient dans le vécu des personnages. Et après, par rapport à cette question des références que vous abordiez tout à l'heure, je ne peux pas dire que j'avais une référence qui m'a servi. En revanche, dès le début de l'écriture jusqu'au tournage, je me suis vraiment cramponnée au film d'Artavas Pelekian. Parce qu'ils avaient... dans cette atmosphère très spécifique qu'ils construisent dans ces films, ils avaient cette puissance d'incarnation et cette émotion qui existe sans dialogue, sans avoir besoin de raconter justement une histoire avec des mots, mais par les situations. Ils avaient exactement la direction que je voulais suivre de mise en scène. Et du coup, quand j'étais perdue dans l'écriture, même des fois dans le scénario, parce que j'ai beaucoup écrit toute seule, je revoyais à nouveau les films de Pelekian pour essayer de me dire non, voilà, c'est ça mon fil conducteur, il faut que je fasse confiance à cet esprit-là. Et du coup, après, en préparation, quand on a commencé à avoir toute l'équipe, j'ai demandé à toute l'équipe technique et les comédiens de regarder ces films pour qu'ils comprennent, au-delà du scénario et de ce que je leur donnais comme information, qu'ils comprennent le fil que j'essayais de tisser dans la mise en scène. Quiero preguntarte sobre tu formación. Estamos en un contexto, como bien sabes, es un encuentro internacional de estudiantes de cine. La gran mayoría de los aquí presentes lo son, pero sin embargo, según tengo entendido, antes nos lo has dicho, tú estudiaste Historia y Literatura, si no me equivoco, pero no pasaste por ninguna escuela de cine. La pregunta son varias en realidad. Empezaste a trabajar bastante temprano en una productora, bastantes años, después como asistente de dirección. Obviamente tu escuela de cine fue el rodaje, pero ¿qué te llevó a trabajar en cine? O la otra pregunta sería, ¿qué te llevó a no estudiar cine desde un principio y dedicar tus estudios a otra cosa y después dedicarte al cine? Cuéntanos un poquito estos orígenes. Alors, si je pousse la question un tout petit peu plus loin, il y a un héritage familial qui n'a pas été déterminant, mais qui a joué quand même dans une sorte de petite lumière qui était allumée dans ma tête depuis que j'étais enfant. C'est qu'en fait, mon grand-oncle paternel, donc le frère de mon grand-père, était un grand comédien de théâtre et de cinéma des années de la fin du muet jusqu'au début des années 70. Il a fait une très très grande carrière à Hollywood aussi pendant la guerre, etc. Enfin, c'est une grande star de l'époque. Moi, je l'ai jamais connu parce que l'écart d'âge était trop grand. Donc, quand je suis née, il était en train de mourir.
Mais il y avait cette figure familiale avec des photos qui étaient accrochées chez mon père quand j'étais petite. Et puis de temps en temps, un film qui passe à la télé le soir. Alors mon père il disait « Ah, mais il y a un film avec Victor ce soir. » Bah, du coup, vous pouvez regarder la télé, etc. Donc il y avait cette ce petit passé familial qui existait dans ma tête. Et puis après, enfant, j'ai eu une passion pour le cinéma. Donc en fait, j'ai grandi avec l'idée que de toute façon, je ferais du cinéma. Au début, je voulais être comédienne, comme tous les enfants. Et puis, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à arriver à la fin des années de lycée et m'approcher des études, je ne me suis pas sentie assez solide psychologiquement pour me dire allez, je me jette dans le cinéma et puis ça va aller, etc. Et puis j'avais une soif de connaissances très grande aussi. J'avais vraiment envie d'apprendre plein de choses. Donc j'ai fait des études généralistes, ce qu'on appelle des classes préparatoires en France, où en fait on étudie plein de matières à la fois. Et puis après, à la fin, au bout de la 4e année, j'ai fait un master de relations internationales axé sur l'analyse de l'image dans les médias. Donc voilà, ça c'était mon parcours d'études générales. Mais je savais que je voulais aller quand même vers le cinéma. C'est pour ça que j'avais quand même fait un master en histoire autour de l'analyse de l'image. Et donc une fois que j'ai fait ce master, je me suis dit maintenant je me lance. Et donc j'ai commencé à chercher des stages pour me rapprocher des tournages. Donc j'ai fait un stage dans des festivals de cinéma. Après j'ai fait un festival dans un service de critique, dans un magazine de cinéma. Et après j'ai enfin trouvé un stage dans la production de James Ivory, qui avait un bureau à Paris. Donc là j'étais déjà plus près de la fabrication des films. Et puis à un moment j'ai eu une occasion qui s'est présentée de partir travailler comme stagiaire sur un tournage qui se passait entièrement en Arménie, un long métrage réalisé par un réalisateur franco-kurde qui s'appelle Iner Salem. Et donc, avant même d'avoir fait un court-métrage, d'avoir travaillé sur le court-métrage de quelqu'un, je suis partie sur ce long-métrage pendant 3 mois au fin fond de l'Arménie, où j'étais la seule personne de l'équipe à parler russe, donc à pouvoir parler avec les gens sur place. Et donc, j'ai tout fait. Je me suis occupée des costumes, des figurants. C'est à peine si je faisais pas la cantine aussi. Enfin, voilà, donc moi, j'ai vraiment eu un parcours un peu, entre guillemets, à l'ancienne, même je ne sais pas si c'était si courant que ça, mais de gens qui se formaient en faisant les films des autres, en travaillant sur les films des autres. Alors j'avais quand même défini que je voulais être au poste d'assistant mise en scène, donc c'est ça que j'ai suivi pendant 12 ans. Après, quand j'ai eu mes enfants, ça commençait à être un petit peu plus difficile à gérer, de faire mes courts-métrages, écrire les scénarios, travailler sur les films des autres. Donc après, je travaillais aussi un peu en casting et en repérage, en recherche de décors, parce que ça permettait moins de contraintes horaires. Mais voilà, j'ai fait un parcours comme ça, un petit peu plus à l'ancienne, on va dire. Me gusta que digas esa expresión porque justamente era la idea que tenía detrás de mi pregunta realmente. Ese aprender a la antigua, el poder pasar por no solamente diferentes puestos, sino también por una especie de concepto de jerarquía también que ofrece los rodajes tradicionales, por así decir, o la industria tradicional. Una última pregunta por mi parte y abriremos el turno de preguntas al público. Me gustaría saber si los cortometrajes que hiciste paralelamente a tu trabajo en el cine, si no recuerdo mal son 4, fueron importantes, por supuesto, a nivel formativo, pero fueron importantes a la hora de buscar financiación, por ejemplo, para hacer tu primer largometraje. El hecho de que presentaras 4 trabajos antes como directora te ayudó a la hora de conseguir credibilidad, por así decir, o confianza por parte de los financistas o de los grupos de personas que te ayudaron para financiar la película. En fait, je pense que le fait d'avoir fait des courts-métrages, ça a probablement rassuré ma productrice, Sylvie Piala. Mais ce qui la rassurait surtout, c'était mon passé d'assistante, parce que du coup, elle savait qu'elle avait affaire à quelqu'un qui connaissait ce que c'était que la fabrication d'un film, et donc toutes les difficultés que c'est d'assumer la place d'être réalisateur sur un plateau, parce que moi, je trouve que c'est assez difficile, et quand j'en parle avec d'autres amis réalisateurs, ils me disent ça aussi, c'est quand on est réalisateur, on a énormément de choses à prendre en charge qui ne sont pas la mise en scène, qui sont les rapports avec l'équipe, les rapports avec les comédiens,
les contraintes de production, etc. Enfin, tout un tas de choses qui sont très lourdes à porter, qui ne sont pas la mise en scène même. Et donc, le fait d'avoir été assistante, ben, ça faisait qu'effectivement, quand je suis arrivée sur le plateau, le premier jour de tournage, j'étais absolument à l'aise. J'avais peut-être même un peu trop tendance à vouloir essayer de faire un peu tout moi-même et à pas laisser assez mon premier assistant prendre toute sa place, parce que j'aimais bien parler directement à mes chefs de poste et puis mes comédiens, etc. Donc j'avais peut-être un peu d'excès inverse à ce niveau-là. Mais je perds le fil de ce que je dis, pardon, par rapport à la question. Ah oui, non, par rapport au financement. Ça n'a pas du tout joué pour mon cas. Après, je sais que quand je vois d'autres jeunes réalisateurs qui ont fait des courts-métrages, qui ont circulé en festival, qui ont eu des prix, etc., oui, ça génère quand même une certaine confiance, une renommée qui se fait petit à petit. Moi, c'est pas vraiment ça qui a joué. Parce qu'en plus, moi, j'ai vécu une situation de production qui était assez invraisemblable parce que je ne connaissais pas Sylvie Piala. Je lui ai envoyé un mail, parce que j'ai réussi à trouver son mail. Et j'ai un ami distributeur qui m'avait dit, moi, vu tes sujets, je lui avais fait lire un autre scénario que j'avais écrit avant, pour lequel j'avais eu une aide du CNC. Donc j'avais aussi déjà un peu des gages d'une qualité d'écriture qui pouvait rassurer un producteur. Mais je lui ai envoyé un petit mail en lui expliquant, voilà, je porte 2 projets en ce moment de long métrage, je cherche une rencontre avec un producteur. Donc voilà, j'ai envoyé ce petit mail que j'avais essayé de bien écrire, en me disant, bon, bah, de toute façon, ça marche jamais, donc bon, bah, voilà, je m'attends pas à de réponse, ou alors peut-être dans 6 mois. Et elle m'a répondu un quart d'heure après. Et dans sa réponse, elle me disait, voilà, je vous donne mon téléphone, vous pouvez m'appeler. Donc je l'ai appelée, j'étais sur le chemin pour aller à l'école chercher mes enfants. Et elle m'a proposé un rendez-vous 3 jours après. Et donc on a discuté pendant 1 heure. Et là, elle m'a dit, bon, bah ok, bah, c'est parti, alors on y va. Voilà. Donc c'est assez improbable comme déroulement. Voilà. Bon, après, tout le chemin a été beaucoup plus long pour arriver jusqu'au tournage. Hein. Ça fait 3 ans d'écriture, donc les choses n'ont pas du tout été simples. Mais la rencontre a été très rapide. It's encouraging to know that still can happen. Let's see if you have some questions. Yes, there we have one. And later here. Thank you. I have 2 questions actually, and they are not that long. The first question is that when I saw the movie, which I actually really liked, so thank you for the movie, I immediately had in my mind the movie Une vie by Stéphane Brisé, that won Fipresky Award at Venice. And I was thinking if... Excuse me, but I don't see where you are. Ah, okay. And I had in mind if maybe you've been also a bit inspired by the movie or not, because I had somehow like the same feeling from the movies, even though they are about different topic. And then the second question is that the Une vie de Stéphane Brisé, and then Jeannette by Bruno Dumont, Václav Kadrnka, his Little Crusader that won in Karlovy Vary. These all are like historical pieces as your movies, and they are all using like ratios like 4:3 or 1.60:1. Do you think personally that this is kind of like a trend, or why do art house filmmakers right now using in these historical pieces like these very like not wide formats? Thank you. Alors, le film de Stéphane Brisé, je l'ai vu il y a 15 jours chez moi. Donc, je ne l'avais pas du tout vu avant de tourner. Et en plus, il était en tournage quand moi, j'étais en début de préparation du mien. En revanche, je connaissais beaucoup de choses de ce projet parce que ma script, qui est une de mes amies les plus proches, est aussi la script de Stéphane Brisé. Donc, elle me parlait du projet et de comment il travaillait. Donc, j'avais connaissance de ce projet et de la façon de tourner, etc. D'ailleurs, j'avais complètement oublié qu'elle m'avait dit qu'ils étaient aussi en 4/3. Je crois que... Je ne sais pas pourquoi Stéphane Brisé a choisi le 4/3. J'en ai pas parlé avec lui. Mais je pense qu'il avait
peut-être envie aussi de quelque chose d'assez resserré sur les personnages, parce que son film, il est dans beaucoup d'intérieur. Et puis, il est vraiment concentré sur cette femme, sur le trajet de cette femme. Donc, je pense qu'à mon avis, pour lui, il devait y avoir un rapport avec le format qui était lié au fait d'être un peu enfermé. Parce que cette femme, elle a aussi le sentiment d'être enfermée dans sa vie avec les événements tragiques qui lui arrivent. Donc, je pense qu'il y avait une logique entre le choix du format et l'atmosphère qu'il voulait créer. Mais bon, je peux pas répondre à sa place, mais ça m'intéresserait d'en parler avec lui. Mais en tout cas, je ne l'avais pas vu avant de faire mon film. En revanche, j'avais vu le film de Andrea Arnold, que je trouvais vraiment magnifique et très très fort dans les partis pris de mise en scène, notamment justement à l'image. Et ça, c'est un film que j'ai demandé à mon chef opérateur de regarder parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était très proche de ce que moi je cherchais. Après, je pense pas qu'il y ait de tendance parce que comme en fait il y en a peu, je pense qu'on les remarque du coup, les films en 4/3. Le fait est qu'il y en a eu quelques-uns qui soient justement pour des films historiques. Je peux pas répondre à la place des autres metteurs en scène pour savoir s'ils l'ont fait pour les mêmes raisons que moi. C'est vraiment, je peux pas dire ça. Moi, ça correspondait à une logique globale du récit, de ce que je cherche à incarner, de tout un chemin. Donc, je peux pas dire pourquoi eux ont eu aussi ce parti pris-là. Moi, bonjour. Donc, tout d'abord, merci pour le film. Et merci ensuite, d'être là. Donc, c'était une première question, parce que j'en aurais 3, mais une première question, par rapport à l'écriture et le passage de l'écriture à l'image. Donc, en fait, il s'agit d'une narration assez sensorielle et un rapport au corps et au toucher. Et je me suis demandé, à l'heure de l'écriture, comment est-ce que tu t'y prends? Parce que c'est vraiment une question finalement d'image, de voir si c'est pas cliché, si c'est pas pour que ça reste subtil en fait. Donc comment est-ce que tu l'as écrit et comment est-ce que tu l'as rendu à l'image, ou est-ce que tu t'es retrouvé peut-être par rapport à une impasse à un moment donné où tu t'es dit cette scène-là où ils se font l'amour, ça passe pas du tout, ou c'est trop en fait? En fait, j'ai pris quand même énormément de temps pour écrire ce scénario. Parce que justement, à l'écriture déjà, en fait, moi j'écris avec des sensations et des images. Je ne peux pas parler à la place des autres personnes, parce que chacun écrit à sa façon. Mais moi, je peux à un moment me dire, bon, bah voilà, maintenant je sais la séquence, elle est comme ça, elle bougera plus, ça y est, elle a sa place, elle est juste dans sa longueur, dans son cut, etc. Parce qu'à un moment, je me projette vraiment visuellement, et puis dans la sensation que j'essaie de traduire. Et donc, à ce moment-là, après, je me dis, voilà, c'est bon, je continue à avancer. Donc, je prends beaucoup de temps, je doute, je remets en cause énormément ce que je fais. Et à un moment, j'ai le sentiment que ça y est, je suis juste dans ce que je cherche. Et à ce moment-là, je poursuis le travail. Donc forcément, ça prend beaucoup de temps. Bon, c'est aussi, voilà, je pense que plus on écrit, plus on est à l'aise avec l'écriture. Donc voilà, il y a un processus assez long. Moi, j'ai écrit pendant 1 an, à peu près, je ne sais plus exactement, à peu près 1 année toute seule, où j'ai fait une première version de scénario. D'abord, j'avais fait un traitement, et puis après, j'ai fait une première version de scénario. Et puis finalement, Sylvie Piala, elle trouvait que je m'étais lancée trop vite dans une première version de scénario. Elle m'a dit non, il faut que tu retournes au traitement. Donc elle m'a demandé de retravailler le traitement sur certains points. Puis après, donc, elle m'a dit bon, maintenant, alors passe au séquencier, ne te jette pas tout de suite dans la première version. Donc j'ai travaillé un séquencier vraiment dans le détail. C'est quoi un séquencier? C'est-à-dire que le traitement, c'est un synopsis très détaillé du scénario. Et le séquencier, c'est-à-dire que c'est déjà écrit en scène, séquence par séquence. Donc en fait, il y a un découpage qui est déjà assez précis. Et puis, il manque juste les dialogues, en fait, quoi. C'est-à-dire que même des fois, selon la façon de chacun de travailler, moi, à certains moments, les dialogues étaient déjà écrits, mais pas sous forme de dialogue, mais ils étaient déjà là, dans l'intention de la scène. Et donc voilà, c'est quelque chose qui s'est fait vraiment dans la longueur. Et puis après, j'ai commencé à faire rentrer des co-auteurs. J'ai fait rentrer une première co-auteure suisse,
que j'avais découvert quand j'ai fait l'atelier Grand Nord, que je vous conseille tous d'essayer de faire. C'est un atelier vraiment magnifique qui se passe au Canada pour les étudiants, enfin, ou les jeunes réalisateurs avec leur premier long métrage de langue francophone. Pour moi, ça a été une énorme aide d'apprentissage, d'écriture du scénario. Je ne suis pas allée avec le scénario du Summer, je suis allée avec le scénario que j'avais écrit juste avant. Mais voilà, je vous conseille vraiment de faire des ateliers de scénario. Je trouve ça très, très bénéfique. Et donc, comme l'écriture a été vraiment poussée, que Sylvie Piala m'a demandé un travail extrêmement précis au scénario, du coup, j'ai fait un travail qui était très, très abouti, quoi. C'est-à-dire que les gens qui ont lu après le scénario, ils ressentaient vraiment le film que je voulais faire. Je pense que c'était ce que j'essayais de faire, c'est-à-dire de donner dans la narration, les descriptifs du scénario, etc., vraiment de transmettre les sensations que je cherchais. Du coup, moi, ça m'a aussi aidé à être claire dans ce que je cherchais en mise en scène. Et ça permettait aux gens qui lisaient le scénario, du coup, d'être, je pense aussi, de vraiment voir les images. Et je pense que, du coup, ça a été très long en écriture. En revanche, ça a été payant en financement parce que on a mis 4 mois à financer le film, ce qui est très très rapide. Parce qu'en fait, partout où on a toqué à la porte, tout le monde nous a aidés. Alors après, c'est un premier long métrage. Je voulais pas aller vers du casting connu. Je voulais être totalement libre dans mes choix de casting. Donc les financiers, du coup, donnent de l'argent, mais pas des grosses sommes. Donc on s'est retrouvé avec un budget qui était pas assez conséquent par rapport à nos besoins. Donc les conditions de tournage ont été rudes. Et puis on m'a demandé de supprimer 1 semaine de tournage 3 semaines avant de tourner. Donc ça a été violent pour moi. J'ai dû faire des coupes dans le scénario. Mais en tout cas, voilà, dans le scénario et pour les comédiens aussi, etc., je pense qu'il y avait vraiment le film, quoi. Le film existait vraiment assez fort, même visuellement. Ok, merci. Et juste par rapport au casting, parce que en fait, c'est quand même des filles qui, genre Iliane Zabet ou Pauline Brunet, qui ont travaillé aussi dans des films d'époque, La Polonie de Bertrand Bonello et aussi La Môme. Mais aussi. Mais Pauline, elle avait 6 ans quand elle a tourné dans La Môme. Mais aussi par rapport à Jeune et Jolie, enfin, une autre actrice. Oui, Marine Vact. Aussi par rapport au corps à nouveau. Est-ce que tu as favorisé des filles qui ont joué dans des films d'époque ou par rapport au corps? Non, pas du tout. En fait, Pauline Burlet, je la connaissais pas. C'est en fait, moi, j'essaye d'écrire sans mettre de visage dessus, sans me projeter vers des comédiens, parce que je trouve qu'après, du coup, qu'on le veuille ou non, enfin, en tout cas, moi, après, ça influence le personnage. C'est-à-dire, je me projette dans un comédien, du coup, le comédien, il vient d'éteindre sur le personnage. Donc, quand j'écris, vraiment, je m'interdis de penser à des comédiens. J'essaie de trouver vraiment la caractéristique de chaque personnage. Et du coup, quand je suis arrivée en fin d'écriture, voilà, j'ai commencé vraiment à chercher dans les jeunes comédiennes qui pouvaient avoir cette tranche d'âge, quelqu'un qui pourrait me parler du personnage. Et en fait, je voyais pas, j'avais pas d'évidence. Et donc j'avais pas commencé le casting encore, mais j'en ai parlé avec des amis réalisateurs autour de moi. Et j'ai une amie réalisatrice belge qui m'a dit, du côté belge, parce que j'avais une coproduction en plus avec la Belgique, elle m'a dit, mais tu connais un petit peu les jeunes actrices belges? Moi, je lui ai dit, non, je le connais mal. Et par rapport au scénario qu'elle avait lu, qu'elle connaissait, elle m'a dit, tu connais 2-3 noms? Elle m'a cité, dont un nom qui était Pauline. Donc, je ne connaissais pas. On était au café, et elle m'a montré une photo de Pauline. Et immédiatement, j'ai dit, je vais appeler son agent, parce que oui... Ce visage-là, ça me parle. Avant même d'avoir vu un film avec elle, en fait. Je ne l'avais pas vu dans le passé, j'ai vu le passé après. Mais il y avait quelque chose dans son visage qui m'a parlé immédiatement. Et après, pour les autres comédiennes, non, en fait, quasiment toutes les comédiennes que j'ai castées, soit j'avais oublié certains films que j'avais vus avec elles, soit je ne les connaissais pas et je les ai vraiment découvertes en faisant un casting. On a fait que ma directrice de casting m'a dit, étant donné qu'on a un groupe à constituer, je pense que ça ne sert à rien de voir des comédiennes de façon isolée. Donc on a convoqué des comédiennes en se projetant dans une distribution de personnages et à chaque fois on les a fait travailler par groupe.
Et au fur et à mesure des essais, on a affiné le groupe. Et on sentait, c'était très drôle de voir comment, d'un groupe à l'autre, il n'y avait pas du tout la même énergie qui ressortait. Il y a vraiment des alchimies qui se font ou pas, même autour d'une table, autour de 3-4 scènes. Il y a vraiment des choses très différentes qui sortaient. Et du coup, ça, c'était très intéressant comme étape. Gracias. ¿Tenemos más preguntitas? Chicos, aprovechar, que es la última. En fait, parce que comme c'est votre premier long et vous parlez que vous êtes parfois perdu, je me suis demandé, passer d'un court à un long, c'est assez différent, même par rapport au temps et à la méthodologie en fait. Et dans les 3 ans, enfin, la question c'est plutôt comment vous avez tenu pendant 3 ans sans vous perdre, sans abandonner le projet, en impliquant aussi d'autres personnes, donc beaucoup d'avis, en ayant confiance en soi, au projet qu'on a. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez fait dans ces moments de doute? Alors, il y a des choses qui me concernent moi dans le doute, parce que moi je doute beaucoup. Donc le scénario, voilà, c'est un élément, un espèce de puits sans fond, mais je pense que tout le monde vit ça quand enfin, du fait de pouvoir, heureusement, avoir quand même maintenant beaucoup d'amis réalisateurs autour de moi. On peut s'échanger nos moments de désespoir et d'angoisse, donc ça rassure parce qu'on se dit ça va pas résoudre les nôtres, mais au moins ce qu'on vit, c'est normal et tout le monde traverse ça, donc voilà, c'était rassurant. Mais oui, l'écriture d'un scénario de long métrage, c'est une épreuve psychologique. Et ça, enfin, moi, je trouve vraiment, surtout que si on écrit beaucoup seul, on est face à soi-même, on est dans le jugement permanent. Ouais, c'est rude. Et puis voilà. Puis moi, j'avais une productrice qui était très très exigeante sur les étapes d'écriture, donc du coup, je me suis retrouvée aussi dans un processus qui a été très très long. Donc oui, ça a été rude, Mais de toute façon, faire un premier long, c'est rude pour tout le monde, hein. L'écriture, c'est rude. La recherche de financement, c'est rude. Et le tournage, c'est rude. Voilà. Comme m'a dit Sylvie Piala, faire un premier long, enfin même faire un film en général, c'est un combat. C'est un combat jusqu'à la sortie. Et je pense que ce qui fait aussi un peu la différence entre les gens qui vont au bout de leur projet, bien sûr qu'il y a des qualités artistiques du projet, c'est évident. Mais après, je pense qu'il y a aussi énormément la ténacité qu'on est capable d'avoir pour aller jusqu'au bout du projet, malgré tous les moments de désespoir, tous les obstacles à passer. Et c'est vraiment... mais c'est pas seulement vrai, d'ailleurs, pour le cinéma. Moi, je vis aussi beaucoup entourée de peintres et de sculpteurs, etc. Ils vivent la même chose. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir du talent. Si on n'est pas tenace vis-à-vis de soi-même, dans une sincérité d'un trajet personnel qu'on cherche, et tenace dans l'adversité qu'il y a à réussir à exister dans un milieu où les places sont chères, et ben si on n'est pas bien armé, effectivement, on ne fait pas sa place. Donc je vous souhaite à tous d'être armés, de mettre des boucliers, des casques, et de pas vous décourager dans les moments difficiles, parce que tout le monde en traverse, et voilà. Mais si on tient bien, on arrive à faire quelque chose. Chicos, lo vamos a dejar aquí. Marín, muchísimas felicidades por esa tenacidad que te ha traído aquí y que te llevará a otros muchos lugares. Y muchísima suerte en la competición de nuevos directores. Gracias. Gracias por venir.